Bonjour à tout le monde et merci d'être ici avec nous pour notre troisième session du, du laboratoire de GECOR sur les objectifs du développement durable organisé par GECOR. Justement, c'est un groupe des 24 ONG avec l'accréditation auprès des Nations Unies pour promouvoir la justice, la paix et l'intégrité de la création à travers le partage de notre mission, la mission de nos congrégations et d'autres collaborateurs dans la mission. Nous nous réunissons aujourd'hui, de même qu'on a fait les autres jours de la semaine, pour euh, présenter des contributions sur les examens nationaux des différents pays qui ont été faits et publiés par plusieurs gouvernements. Et maintenant, comme société civile, nous nous réunissons pour partager nos réponses à cet examen de gouvernement et aussi nos observations et partager des bonnes pratiques pour atteindre les objectifs du développement durable. Et donc, chaque jour de la semaine, on s'est concentré sur un objectif qui sont la priorité cette année. Aujourd'hui, notre thème, ce sera l'objectif du développement durable 8, que c'est le travail décent pour tout le monde, travail décent et une économie durable et la croissance économique. Ça dépend de lieu. Ça peut signifier euh, améliorer l'économie, etc. Nous avons plusieurs membres de notre communauté qui se sont préparés depuis longtemps, non seulement pour suivre le forum politique de haut niveau sur le développement durable, mais aussi ont préparé avec d'autres membres de la société civile dans leur propre pays leur contribution comme réponse de la société civile aux examens nationaux des gouvernements et ils ont voulu bien le partager avec nous. Donc, aujourd'hui, spécifiquement, nous aurons le plaisir d'écouter Ida Colombo, une sœur cambodienne qui appartient au groupe Vivat International. Elle nous va parler de l'Afrique du Sud. Ensuite, Norma Beatriz Melendez de Diaz, une collaboratrice dans la mission de la congrégation de Notre-Dame de Montréal, qui va parler sur la situation d'El Salvador. Ensuite, Oscar Arnulfo Barrera Moreno, c'est un missionnaire claretien qui va nous parler aussi du Salvador. Ensuite, on va écouter la sœur Yamilet Bolaños, une sœur cambodienne qui va parler sur l'Éthiopie. Et finalement, un autre missionnaire claretien, Nicolaus Ilan, qui va parler sur l'Indonésie. Donc, sans, sans attendre davantage, on va donner la bienvenue à Ida Colombo et on va écouter ses réflexions en rapport à l'objectif numéro 8
sur la base de son expérience en Afrique du Sud. Donc, Ida, la parole est à toi. Je vais parler en espagnol. Je voudrais partager mon écran. Bien, je crois que vous pouvez le voir. Je voudrais commencer avec une citation de l'examen national volontaire et citation. Le marché du travail sud-africain est réputé pour ses solides protections sociales et ses initiatives gouvernementales en faveur de la création d'emplois. Cependant, la lenteur de la croissance économique, l'augmentation des coûts et l'inadéquation des compétences professionnelles entravent les progrès. Des mesures telles que la réduction de la bureaucratie, la promotion des salaires équitables pour les personnes à faible revenu et la formation des jeunes et des femmes sont nécessaires pour relever ces défis et créer un marché du travail plus inclusif, plus productif et compétitif, en particulier pour les plus vulnérables. Comme vous savez, l'Afrique du Sud n'a pas participé dans le forum de haut niveau, mais ils ont publié l'examen national. Comme société civile, j'ai participé dans la rédaction du rapport avec une confédération internationale des syndicats à Bruxelles qui travaille pour toute l'Afrique et même pour l'Afrique du Sud. Et notre rapport dit que l'Afrique du Sud va très lentement pour atteindre les objectifs du développement durable. Nous avons rappelé que l'agenda 2030 ne nous laisse pas trop de temps et nous avons souligné qu'il y a des améliorations comme les agendas de l'État et privé de rendre visibles les différences de rétribution, surtout pour ce qui concerne les femmes. Cette législation est seulement dans la théorie, mais sans l'application des droits du travail. Une autre chose que je voudrais souligner, c'est qu'on demande une qualification des travailleurs pour promouvoir les responsabilités dans le travail domestique et dernièrement, soutenir le service et les efforts du développement durable dans le travail informel. Une autre chose qui est préoccupante, c'est de constater que l'Afrique du Sud est classé comme un pays à revenu intermédiaire, sans tenir compte des niveaux élevés d'inégalité. Il est important de rappeler que l'Afrique du Sud, avec le Brésil, est les pays où l'index d'inégalité est plus élevé au monde. Tout dépend donc de l'endroit où l'on vit en Afrique du Sud. Si l'on vit parmi les riches, avec des revenus élevés, on a tout. Mais si l'on vit parmi les plus pauvres, avec des revenus faibles ou minimaux, alors même les services de base font défaut. Eau, électricité, nettoyage, collecte des ordures, bonne éducation, des hôpitaux, des possibilités de travail, tout ce qui est nécessaire pour mener une vie digne. Maintenant, je vais partager mon expérience en matière de travail décent et de croissance économique dans les populations
les plus vulnérables. Je vis à Mamélodie, dans la vallée Maoubé, à 20 kilomètres de Pretoria. C'est l'un des municipalités créées pendant l'apartheid, où les personnes de race noire étaient ségrégées. Et bien que le régime ait pris fin, cette réalité persiste. Et aujourd'hui encore, les Blancs se comptent sur les doigts de la main. On est cinq, en fait. Ma Mélodie est confrontée à des divers problèmes sociaux, des taux élevés de pauvreté, de chômage, accès insuffisant aux services de base tels que l'eau, les traitements des eaux usées et la forte incidence de la délinquance et de la consommation de drogues à cause du manque d'emploi, surtout chez les jeunes. Un autre problème est le manque d'attention accordée aux migrants de Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Ouganda, Lesotho, qui vivent ici parce que les loyers sont bas, bien qu'ils soient victimes de l'exploitation au travail. Ils font également partie de cette inégalité sociale dont on parle peu. Dans l'examen national volontaire, il est dit que le chômage, les inégalités et la pauvreté sont les trois principaux défis pour le développement de l'Afrique du Sud. En fait, le pays recule en matière de travail décent et d'emploi, en particulier pour les pauvres, les travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés. Mais une question. Quelles sont les politiques mises en place pour les quartiers informels? À ma mélodie, il y a 1,5 million d'habitants et les zones marginales s'étendent toujours plus. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas de données sur les taux de chômage? Quelles données sont employées pour calculer le chômage dans l'examen national volontaire? Lorsque j'ai interrogé quelques amis qui travaillent à ma mélodie, à l'université de Pretoria, ils ne disposaient pas d'informations spécifiques en raison de ce que cette zone fait partie de la municipalité de Tshwane, pour laquelle seules des données générales sont disponibles. 43% de chômage global, surtout les femmes. Peut-être il n'y a pas de données sur ma mélodie, car de nombreux quartiers et logements sont informels. Cependant, un journal local, ma mélodie Record, indiquait que 80% de la population de la région était au chômage. Un autre aspect que je voudrais souligner, c'est qu'il ne peut pas avoir une croissance économique éthique sans un travail décent, en particulier pour les femmes. Nous savons qu'en Afrique, en général, il existe une inégalité entre les sexes dans le domaine de l'emploi. Par exemple, dans le secteur de la santé, 70% des femmes travaillent, mais seulement 30% occupent des postes de direction. C'est là, je l'ai pris d'une vidéo de Kampala. Et cela se reflète aussi ici. Dans l'examen national volontaire 2025, il est mentionné, on parle de l'existence d'une couverture sociale complète, y compris l'emploi public, afin de réduire les niveaux élevés de pauvreté. Cependant, dans de nombreux cas, ce n'est pas comme ça. Par exemple, le propriétaire de la chambre que nous louons pour notre projet Skirlek, c'est son cas. Il a 50 ans, il est au chômage, il a tenté à 2 reprises de demander des allocations chômage. Il nous a dit que c'est 350 rands, c'est-à-dire autour de 20 dollars. Mais
il n'est pas parvenu à l'avoir dû à la bureaucratie et la corruption. Il ne connaît personne au bureau qui puisse l'aider. Depuis octobre dernier, à Skirlek, nous avons commencé avec une petite présence missionnaire avec le but de lutter contre le chômage en proposant des formations qui ouvrent des perspectives d'emploi ou de revenus, surtout pour les femmes. Nous avons comparé cela à un petit grain de moutarde qui, en grandissant, deviendra un grand arbre. C'est notre grain de sable. L'idée principale, c'est que les habitants de la région puissent acquérir différentes compétences et vendre ensuite les produits fabriqués, bijoux, fantaisie, crochets, bonnets, écharpes, couvertures pour l'hiver, parce qu'il fait froid ici pendant l'hiver, tabliers, sacs en tissu, savon. Nous avons commencé avec des cours de couture et confection, ainsi que par la préparation d'un savon multi-usage. Dans la petite chambre que nous louons, nous avons des machines à coudre, pour la plupart manuelles, en raison des coupures de courant constantes. Tous les produits sont vendus en porte-à-porte et nous participons ou organisons également des marchés et des expositions. Les femmes doivent rembourser seulement le coût du matériel. Le reste leur appartient. Les groupes sont composés des femmes sud-africaines et des pays voisins comme Zimbabwe et Ouganda. Récemment, deux hommes de plus de 50 ans qui n'ont aucune possibilité de trouver un travail se sont joints à nous. La professeure de couture est une réfugiée de la République démocratique du Congo. Ainsi, outre l'apprentissage des différents outils et l'obtention d'un petit revenu, les participants vivent également l'intégration et l'écuménisme car nous prions ensemble et le projet devient un espace de croissance humaine, spirituelle et d'estime de soi. Merci beaucoup de me donner cette possibilité. Merci, Ida, pour commencer avec l'objectif développement 8 et tu as souligné plusieurs aspects et parfois les données qui illustrent la réalité économique, comme tu nous as dit, dans un pays où il y a des grandes inégalités, où il y a des riches qui sont très riches et des pauvres qui sont très pauvres, quand on voit les données en général et les moyennes, on a l'impression que tout le monde est au milieu. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des très riches et très pauvres. Et cela signifie que souvent la plupart sont très pauvres, mais les données parfois ne nous permettent pas de voir cela. Et donc, ta vision nous aide à comprendre ces données en partageant un point de vue de la part des communautés qui représentent cette majorité et qui souvent ne sont pas vues ou, par exemple, pour ce qui concerne le chômage et les différences des genres dans le travail. Donc, merci beaucoup d'avoir souligné ces réalités un peu cachées derrière les données. Et aussi, merci de, de ton travail pour apprendre des manualités à ces femmes
qui est une manière de répondre à cette réalité pour offrir une opportunité à cette communauté qui n'est pas vue et qui parfois n'est pas mesurée par le gouvernement quand il prépare son rapport. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons continuer avec notre suivante conférencière, Norma Beatriz Melendez, qui est une collaboratrice, une associée de la congrégation de Notre-Dame de Montréal à Salvador, qui va parler de l'objectif du développement durable 8 au Salvador. Norma, la parole est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Voilà, je suis prête. Est-ce que nous pouvons partager ma présentation, Teresa? Donc, merci de votre attention à ma présentation qui est pour répondre à la révision critique que nous avons fait au rapport de la troisième examen national volontaire du processus de mise en œuvre des objectifs de développement durable d'El Salvador pour les forums de haut niveau. Et, et nous l'avons fait à partir de nos laboratoires de JICOR. Et cet objectif nous parle du travail décent et la sécurité économique. Dans cette image, vous voyez, la première image, il y avait une image d'une femme devant un centre qui est détruit et où beaucoup d'hommes et de femmes travaillaient. Ça, c'est dû aux nouvelles politiques de développement et c'est une image qu'on voit souvent dans la capitale, El Salvador. Continuons. Brièvement, pour nous situer, surtout pour ceux qui sont dans d'autres continents, la capitale, San Salvador, a 21 000 km². Vous voyez la flèche là au centre de l'Amérique centrale, avec 6,3 millions d'habitants et 300 habitants par kilomètre carré. La langue, c'est l'espagnol et dans l'époque coloniale, les langues étaient le nahuatl et poton. C'est un système présidentialiste, un modèle économique néolibéral. C'est un pays dans climat tropical. On a l'océan Pacifique au sud. Dans la majorité de la population, c'est des chrétiens catholiques et évangéliques. Et le système monétaire est basé sur le dollar et le bitcoin. C'est pour vous offrir une référence pour vous parler du système économique, de notre système économique. Nous voulons être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, comme a dit Monseigneur Romero. Dans notre pays, tous ceux qui sont oubliés sont beaucoup.
et ils sont les oubliés dans les rapports des gouvernements et ils reçoivent très peu des bienfaits ou donc notre vision sera un peu critique de la situation économique de notre pays. Suivante. Donc, ce rapport vise à donner un avis critique sur le rapport présenté et sur la réalité du Salvador. D'après ce que je vois, ce que j'entends, ce qui m'enseigne mon expérience auprès des populations avec lesquelles j'ai travaillé pastoralement pendant plus de 30 ans, en particulier celles qui souffrent de la pauvreté et l'exclusion. Ces communautés sont surtout au sud d'El Salvador. Ils sont assez près de la partie plus développée du pays. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. Euh, je- Moi, je vais dire ce que je trouvais et pas trouvé dans le rapport. J'ai trouvé une description des mesures et actions temporaires et conjoncturelles qui profitent surtout à l'image du gouvernement en place et qui soutiennent un modèle économique imposé par le secteur entrepreneurial dominant. À cet égard, aucun aspect pertinent n'est mentionné pour améliorer de manière substantielle la qualité et le respect des droits du secteur du travail, indispensables dans une économie équitable et égalitaire. Dans cette critique, je souligne des lacunes ou insuffisances que je considère importantes pour la croissance de l'objectif 8, travail décent. Suivante, s'il vous plaît. On va voir d'abord la dette publique. J'ai trouvé une déclaration relative à une politique normative en matière de production et d'investissement, mais elle ne mentionne aucun indicateur lié à l'utilisation de la dette publique interne et externe qui a augmenté rapidement au cours de la période 2019-2024, qui est très important parce que c'est une dette du pays et qui finalement retombe sur la population. Donc, on est passé de 19,5 millions de dollars en 2019, on est passé à 33 millions de dollars en 2024, selon la Banque centrale de réserve, c'est-à-dire que c'est les 94 du produit interne brut. Je n'ai pas trouvé non plus des références à l'utilisation de plus de 2 milliards de dollars du fonds des pensions des travailleurs que le gouvernement a retiré entre 2023 et 2025. Et ça aussi, c'est deux données et trouvées dans la Banque centrale de réserve. C'est là que voir avec le capital que chaque travailleur euh, mais pour sa retraite. Donc, soit la dette comme la- prendre de l'argent des pensions des travailleurs a des conséquences qui répercutent sur le portefeuille des travailleurs parce que cela réduit les prestations sociales comme les médicaments, les écoles, centres de santé, etc.
Et c'est tout cela, et, ou d'autres services publics, sont réduits, ce qui touche toujours les familles les plus modestes. Suivante, s'il vous plaît. Un deuxième élément, c'est la charge fiscale des travailleurs. Le rapport présenté par l'État du Salvador ne contient aucun indicateur qui montre des mesures visant à réduire les inégalités fiscales entre les travailleurs et les entrepreneurs et investisseurs. L'absence de révision de la charge fiscale pesant sur le secteur du travail a une incidence directe sur les revenus de ces derniers. Il en va de même pour les micro et moyennes entreprises qui fournissent des emplois et assurent la production. On ne peut parler d'équité fiscale lorsqu'il existe une inégalité flagrante. Les recettes fiscales sont présentées comme une réussite du gouvernement en termes de revenus, mais c'est loin d'alléger la charge fiscale des travailleurs. L'annonce de nouvelles taxes est une justification face à la forte augmentation de la dette publique. C'est la justification qui donne le gouvernement pour payer. C'est la seule manière de payer la dette en augmentant les taxes. Il y a comme 25 nouvelles taxes qui vont affecter la population active et aussi la population du secteur informel. Et ces données viennent du rapport du laboratoire SAF du Fonds monétaire international de juillet 2025. Le dernier prêt a été octroyé en mai 2025 et on doit penser comment on va payer cette dette. Et là, on trouve cette liste de 25 nouvelles taxes. Suivante, s'il vous plaît. Les travaux de soins ne sont pas reconnus dans le rapport, alors qu'ils sont l'un des moteurs de la production sociale. Ils ne sont pas intégrés dans les indicateurs de richesse et de bien-être. Donc, les conditions de sécurité des personnes qui exercent des emplois de soins sont incertaines et ces emplois sont surtout réalisés par des femmes. Au Salvador, le travail non rémunéré des tâches domestiques, des soins et du bénévolat représentait les 18% du produit interne brut, soit 3 925 millions de dollars. Une étude récente indique que 66% des femmes sont exclues du marché du travail. Donc, 66 sur 100 sont exclus du marché du travail non rémunéré en raison de leurs responsabilités familiales. Au Salvador, 9 femmes sur 10 effectuent des tâches de soins après leur journée de travail. Et cette absence dans le rapport confirme qu'elles ne bénéficient pas de la même reconnaissance que le secteur formel, ce qui est discutable, surtout lorsque le rapport fait référence à un modèle de développement fondé sur l'inclusion et l'égalité. Suivant, s'il vous plaît. Ici, nous voyons quelques photos qui nous montrent comme les gens se mettent sur la rue ou euh, dans des endroits publics pour vendre quelque chose. Et c'est là que voir avec le travail informel. 7 sur 10 personnes du Salvador travaillent
dans le secteur informel. Leurs revenus sont insuffisants, n'ont pas de reconnaissance en matière de sécurité sanitaire, ils ne sont pas reconnus ni légitimés dans ces activités de production, même s'ils apportent beaucoup à l'économie nationale. Et pourquoi ce secteur d'activité n'est pas reconnu comme un générateur important dans la politique du gouvernement? Si il crée des emplois, s'il génère sa production et ont des coûts moins élevés pour la population. D'après le plan de revitalisation du centre historique de San Salvador, il, il a été réalisé un déplacement violent de plus de 2000 habitants et 2000 euh, donc qui étaient du marché informel, ce qui a eu pour conséquence de leur priver de leur gagne-pain et ses sources de revenus. Ces plans offrent des facilités à des investisseurs étrangers, mais pas au secteur informel qui représente à 7 sur 10 personnes au Salvador. Suivante, s'il vous plaît. L'inégalité au travail, c'est un autre facteur très important qui touche profondément le, le travail réalisé. Les plaintes des travailleurs reflètent une certaine permissivité et une grande euh, discrétion dans l'application des lois et règlements relatifs au travail et aux travailleurs. Il y a des licenciements sans paiement des indemnités prévues par le Code du travail, des horaires de travail excessives, souvent sans heures supplémentaires payées, le retard dans l'autorisation des créations des syndicats ou bien l'annulation de celles-ci, ou licenciement massif des fonctionnaires ou d'employés municipaux. Les plaintes pour harcèlement des travailleurs peuvent avoir des répercussions sur leur santé émotionnelle et familiale. Il y a aussi la fermeture d'entreprises à capitaux étrangers qui ne respectent pas leurs obligations légales sans être sanctionnés. Il y a des licenciements massifs à la suite d'accords des prêts internationaux, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise étrangère s'en va, il ferme, il licencie les travailleurs et on ne reconnaît pas aux travailleurs tout ce qui leur est dû. Et les licenciements aussi dans le gouvernement qui sont dus aussi à des accords avec des banques internationales. On dit, vous devez en 2025 avoir 20 000 employés à moins pour payer la dette. Et donc, tous ces licenciements d'employés causés par la loi sur les agents étrangers de mai 2025 sous prétexte de sécurité nationale ou de promotion du nouveau modèle économique. Vous pouvez voir ici des images en haut. Nous voyons qu'ils sont devant le ministère du Travail parce que ils n'ont pas reçu ce qui leur était dû. Et on voit aussi des plaintes portées devant le président à cause de ces licenciements. Ils reçoivent seulement une lettre qui dit
votre travail est suspendu et si nous aurons besoin de vous, nous allons vous appeler. Mais ils ne sont plus jamais appelés. Nous voyons aussi une organisation ici, une organisation des employés qui est en train de dénoncer de licenciements arbitraires de travailleurs municipaux et qui n'ont pas répondu aux lois du travail. Sans un processus, sans un procès comme il se doit. Dans ces cas-ci, c'est des travailleurs municipaux. On continue, s'il vous plaît. Pour arriver à la conclusion, moi je dirais que notre pays est un pays toujours divisé en deux, riches et pauvres, emploi formel et informel, le public, le privé, les analphabètes et les éduqués, le résident, des quartiers résidentiels et communautés marginales, les grands entrepreneurs et petits commerçants, et on pourrait continuer avec une liste qui marque une division injuste de ces pays. D'après quelques estimations de l'AC Equity, ça appartient à la Banque mondiale, la pauvreté au Salvador a augmenté drastiquement en 70% et on estime que plus de 220 000 habitants du Salvador vivent dans la pauvreté extrême après la pandémie. Et la moitié de ceux qui ne vivent pas dans la pauvreté vivent sous la menace de retomber dans la pauvreté. On ne perd pas quand même l'espérance dans les communautés où je partage mon expérience pastorale. Nous pourrions la décrire comme des communautés qui veulent entreprendre des travaux. Ils ont leurs initiatives, ils soutiennent quelque part l'économie de la communauté, ils commencent avec un petit magasin, on les trouve partout, où ils travaillent le bois, où ils offrent des cuisines populaires, ou des lieux pour réparer, par exemple, des chaussures. Donc, nous pourrions dire que devant l'absence de politique pour ce secteur, la communauté a des initiatives de manière très simple, avec de revenus très bas. Et nous savons que c'est l'économie de la subsistance. La paroisse où je travaille directement, c'est une paroisse qui essaye de promouvoir les efforts de la communauté pour ce genre d'économie. La congrégation de Notre-Dame a participé pour accompagner les femmes dans ces initiatives. Par exemple, si elles veulent commencer avec une petite cuisine ou par exemple, si on peut associer un groupe de femmes et acheter des machines à coudre pour qu'elles puissent avoir un travail ou d'autres initiatives des gens de la paroisse, par exemple, apprendre à broder. Donc, le lieu
là où je travaille avec des familles, c'est vraiment des familles qui vivent vraiment dans la pauvreté. Les oubliés, c'est pourquoi j'ai dit au début, les oubliés, ceux qui vivent au sud du pays, il y a une pauvreté extrême. Il y a des nouvelles communautés qui ont commencé à, à cause de la violence des gangs, parce qu'il y a une loi pour finir avec ces bandes. C'est vrai que cela a eu un effet, on peut caminer le soir, la nuit, mais la population continue à souffrir la pauvreté. Comment arriver à un travail décent si on n'aide pas ces initiatives informelles? Le gouvernement devrait inclure dans leur politique de développement les secteurs informels. Nous avons vu dans les données que le travail informel contribue au produit interne brut. Et c'est dommage de voir que le secteur informel a été affecté par cette ouverture aux investisseurs étrangers qui a beaucoup à voir avec le tourisme ou des grands restaurants qui, évidemment, ne sont pas pour la population pauvre du Salvador. C'est ce que je voulais partager avec vous. Probablement, vous, quelques-uns d'entre vous connaissent le Salvador, qui souffre la pauvreté et qui ne trouve pas une réponse dans le gouvernement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Norma. Tu nous as donné une leçon sur l'économie du Salvador et c'est une réalité que probablement on peut appliquer à d'autres pays. Surtout ce que tu as souligné sur la question de la dette, parce que souvent, on voit dans beaucoup de pays que ces chiffres sont énormes. Tu as dit que dans ton pays, c'est maintenant c'est 33 millions du, et c'est très important quand on considère le fonds qui existe pour le développement. Dans beaucoup de cas, on voit que pour payer l'intérêt de la dette, il y a des pays qui dépensent plus pour les intérêts que ce qu'ils peuvent investir dans l'éducation ou la santé. C'est un sujet qu'il ne faut pas ignorer pour beaucoup de pays. Et tu as parlé aussi d'autres manière où des entreprises internationales prennent euh, ce qui appartient au peuple du Salvador. Et nous voyons là une autre manière d'extraction de ce qui appartient au pays. Donc, merci beaucoup de nous montrer aussi ce genre d'économie informelle, que c'est vraiment l'économie réelle du pays. Et l'échange dans des biens et services dans ce secteur
c'est vraiment l'économie du pays et que nous devons voir tout cela quand nous voyons l'économie d'un pays. Donc, mais merci beaucoup pour nous aider à comprendre comment la plupart de la population vit tout cela. Maintenant, nous allons continuer à écouter sur El Salvador. Le suivant, c'est Oscar Arnulfo Barrera Moreno. C'est un claretien qui va partager son point de vue sur le Salvador. Oscar, la parole est à toi. Plaisir d'être avec vous. Je suis dans l'est du Salvador, mais avec les Clarétiens, nous sommes dans plusieurs régions, aussi dans la capitale, dans une région qui est née comme assez pauvre, maintenant est plus riche, la paroisse où nous sommes, dans la capitale. Maintenant, cette paroisse est entourée aussi des zones pauvres, mais aussi de zones de plus riches. Nous sommes aussi au sud, où nous avons notre maison de formation. Nous avons travaillé aussi dans l'ouest du pays à conséquence des tremblements de terre qui ont affecté la population et nous avons travaillé dans des projets de développement. Et nous sommes aussi dans la zone est pour où développe mon travail. Euh, je n'ai pas beaucoup d'images, mais je vais partager ma présentation pour vous faire connaître la réalité du Salvador, pour voir notre pays à partir de la perspective de l'objectif du développement durable 8. Est-ce que, Teresa, tu as les documents? Demande à Teresa si elle a si elle a le document. Bien. Donc, moi, je vais présenter un résumé du rapport national volontaire du Salvador et comment il y a quelques coïncidences et des éléments qui présentent un défi, quelques données qui montrent la réalité, aussi la contribution des missionnaires clarétiens à la réalisation des objectifs du développement durable à travers des actions dans lesquelles nous traduisions les charismes et les services clarétiens dans certains secteurs du Salvador. Les données sur le Salvador montrent des grandes transformations dans le pays qui est devenu plus sûr. Des progrès ont été réalisés dans le domaine de l'éducation, alimentation, développement, du tourisme. Sur le plan social, la priorité a été donnée à quelques données. Et j'étais présente quand ce rapport a été présenté. Il présente le Salvador comme un pays développé, mais il donne la priorité à quelques sujets comme le tourisme, la construction, la technologie. Ils
Ils mettent en rapport l'objectif 8 avec l'objectif 3. Ils essayent de le voir de manière intégrale. Il y a des développements dans la santé et il y a une amélioration de la santé publique. Cependant, si avant de ce gouvernement, il y avait plus de 50 équipes de santé communautaires, cela a été fermé et actuellement les médicaments pour les maladies courantes sont rares et les taux de suicide après le Covid-19 a augmenté. Donc, c'est évident qu'il y a des manques importants. Ici, on voit le développement et indicateurs en rapport à l'objectif 3. En 2015, par exemple, à partir de 2015, il y a eu une réduction de la mortalité maternelle à moins de 70 pour chaque 100 000 enfants nés vivants. Et en 2015, on était à 42,30. Aussi, les accouchements avec assistance étaient à 97. Et en 2023, cela a augmenté, mais il y a eu une réduction. Donc, il y a une, on est très loin de l'objectif 2030, surtout pour les centres communautaires, pour assister la population qui est loin des hôpitaux. Donc, il y a vraiment une augmentation des possibilités de mortalité dans les régions plus éloignées. Si on peut continuer. Ici, par exemple, on parle du développement des indicateurs en rapport à la santé et euh, maternelle infantile à partir de 2015. Et donc, la réduction, c'était 97 en 2015 et jusqu'en 2030, on on n'a pas avancé et la tension s'est réduite et il n'y a pas eu une amélioration. Parfois, la situation est restée telle qu'elle, mais pour garantir l'accès universel à la santé, au service de santé, si on compare l'année 2015, il y avait un 67,90%. Et si on regarde la situation actuelle, il y a eu une diminution. Donc, c'est une tendance à l'augmentation. Donc, dans la santé, il n'y a pas eu une amélioration et surtout cela affecte à la population avec peu de ressources ou qui sont très éloignés des centres de santé. On peut continuer. Par
Par exemple, le pourcentage d'accouchements assistés par du personnel de santé en 2015, c'était 97, en 2021, 98, en 2023, 98. Il y a un peu d'amélioration et souvent il faut aller dans les hôpitaux des villes et les centres plus petits de santé n'ont pas ne sont pas améliorés, bien au contraire, ont été plutôt éliminés. Par rapport à la tuberculose, en 2015, il y avait 38 pour 100 000 habitants. En 2021, c'est la Terre réduit, il y a 26 pour 100 000 habitants et en 2023, il y a une augmentation très importante de 68 pour 100 000 habitants. Donc, nous voyons que pour atteindre l'objectif 3, il nous manque beaucoup. Et si nous mettons en relation cela avec l'objectif 5, dans le rapport, on ne dit pas beaucoup sur l'égalité des genres. Les institutions qui avaient pour tâche de promouvoir les droits des femmes ont vu leur aide réduite de près de moitié. L'institut de protection des femmes a été démantelé et d'autres mesures visant à améliorer l'égalité, on cherche d'autres mesures, mais on ne les voit pas pour le moment. Et cela a été mentionné par la société civile que les droits de l'homme nécessitent une grande attention dans les pays, surtout ce qui concerne les réunions, les associations pour manifester, pour demander le respect ou bien au journalisme, aux personnes qui manifestent pour l'environnement ou pour des meilleurs salaires. S'il y a une manifestation, souvent et très vite est criminalisée. Donc, on voit tout cela par rapport à l'égalité des genres. On est très loin de cela. Par exemple, dans le cas des postes de direction, de deuxième degré, il y a eu une réduction. En 2015, il y avait plus de participation parce qu'on était à 29%, mais nous voyons qu'en 2021 et actuellement, il y a eu une réduction de la participation de la femme dans le poste de direction. Surtout des postes dans le ministère. Aussi, en 2015, il y avait une participation de 7,69%. Actuellement, cela a été réduit. Et donc, on voit comment la femme a beaucoup moins de participation et comment il y a une attitude machiste et donc la femme a un travail, mais reçoit moins de salaire, etc. Ou bien dans des postes de représentation diplomatique. où Avant, il y avait une participation plus importante qui a été réduite. On peut continuer.
Donc, maintenant, sur l'objectif numéro 8, le travail décent et la croissance économique, si on les met en rapport avec le développement durable euh, et en rapport avec l'agenda 2030, s'il n'y a pas un travail décent, on ne peut pas développer la personne et la population. Le rapport du gouvernement évoque la création d'emplois dans le tourisme, les infrastructures, l'innovation et par exemple les aéroports, construction d'aéroports, des grandes structures. On parle de l'innovation pour donner des opportunités à la jeunesse. Mais Norma le disait qu'il y a eu des licenciements massifs, très irréguliers, dans les institutions publiques et justement parce que cela vient des institutions internationales qui veulent financer et qui financent le gouvernement et le gouvernement a dû réduire beaucoup d'emplois et cela a provoqué encore plus de travail informel. Il y a plus de 10 000 personnes sans emploi à la fin de 2024 et donc le taux de chômage est très haut. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui se passe avec ces licenciements massifs, surtout de manière irrégulière. Et donc, on a réduit le budget grâce à cela et aussi en réduisant le budget d'éducation, de santé et d'autres institutions pour le service de la population. Mais par contre, on a augmenté le budget du ministère de la Défense pour l'armée, pour la police, c'est-à-dire on n'a pas offert une garantie aux travailleurs, mais on a augmenté le budget pour ces autres domaines. La dette publique pour 2025 était estimée à 32 milliards de dollars et la dette extérieure s'élevait à 10 000 millions en 2024. Donc, il y a eu une augmentation de la dette publique. Cela est dû à des projets qui semblent ou qui ont été présentés comme une innovation, par exemple, maintenant qu'on a les bitcoins, mais qui n'a offert aucun bénéfice à la population. Et le rapport de la CEPAL, dans les pays d'Amérique centrale et Caraïbes, le Salvador, ce sera celui qui va grandir le moins en 2025. Et donc, et c'est on ne voit pas vraiment la croissance du pays. Donc, il y a un recul du pays qui contredit un peu ce qui dit le gouvernement, qui nous parle du pays qui se développe. Donc, le produit interne brut par personne en 2021, il y avait une, il y a eu une diminution depuis lors. Et ensuite, la situation est empirée. Donc, Norma nous présentait cela avec des images. Donc,
si en 2015, on avait 39,60 comme pourcentage de travail informel, maintenant c'est 51,41. Donc, le manque de travail et le travail informel est connecté parce que plus de personnes qui sont au chômage, il y a plus de personnes qui sont au travail informel. Et pas toujours on aide les petites entreprises. La population doit trouver une manière pour survivre ou des alternatives à cette situation. Et cela fait que beaucoup de personnes aussi cherchent à émigrer. Donc, pour répondre à cette situation ou ces éléments négatifs qui ne sont pas mentionnés par le gouvernement, il faut créer un emploi décent et des entreprises et pour aider la- les petites et moyennes entreprises. Cela n'a pas été fait par le gouvernement. Au moins, ce gouvernement l'a fait beaucoup moins que le gouvernement précédent. Cela ne veut pas dire que le gouvernement précédent était mieux, mais celui-ci n'a rien fait pour aider toutes ces familles qui ont été affectées. Nous voyons là qu'il n'y a pas un équilibre, donc il y a beaucoup de travail informel, soit chez les hommes comme chez les femmes. Le travail informel est augmenté. En 2015, c'était 39% et en 2021, c'est 51%. Actuellement, hein, c'est 47%. Et c'est là, on voit comme le travail informel est en augmentation au Salvador. Nous pouvons nous demander si ces priorités présentées par le gouvernement du Salvador correspondent aux besoins réels et au développement durable de la population, en particulier des secteurs périphériques. Nous pouvons dire que dans l'ensemble, elles correspondent aux besoins réels, au développement durable de la population, mais il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une convergence. Il, il y a beaucoup à faire. Donc, le gouvernement a ses priorités, le numérique, le tourisme, les infrastructures, mais en raison de coupes budgétaires dans le domaine de la santé, de l'éducation, des institutions de défense des droits de l'homme, des licenciements dans l'augmentation du chômage, du manque de prise en compte de la société civile parce qu'elle n'est pas écoutée, donc la situation locale et dans différents secteurs. Dans tout cela, il y a un grand recul. De nombreux secteurs sont en effet à la traîne en matière de développement durable véritable. Suivant, s'il vous plaît. Donc, il est, les progrès, l'innovation technologique sont importants et des avancées sont réalisées dans ces domaines. Cependant, il existe des besoins qui devraient être mieux pris en compte.
Le gouvernement parfois offre de tablettes, etc., mais cela n'est pas pour toute la population. Donc, il y a des, des progrès, mais il y a des besoins fondamentaux qui devraient être pris en compte, car la pauvreté est très répandue. Donc, les drapeaux du gouvernement, c'est la sécurité. Et c'est vrai qu'on peut euh, marcher le soir plus calmement, mais on peut se demander à quel prix et combien de personnes doivent être les victimes pour avoir cette sécurité. Il existe certes une certaine sécurité qui apporte paix et stabilité par rapport à l'époque des gants, comme l'a montré le pays. Cependant, les violations des droits de l'homme touchent la majeure partie de la population du Salvador. On ne peut pas défendre les droits de l'homme, l'environnement, les travailleurs, parce qu'on les criminalise. Beaucoup de personnes ont dû fuir du pays parce qu'ils étaient persécutés. Donc, il y a beaucoup de défis, des lacunes. Et pour construire une société développée et résiliente, il faut travailler en renforçant différents domaines, surtout parce que le panier des besoins et de la nourriture élémentaire a augmenté beaucoup et les personnes vivent avec le minimum. Il faut donc il y a une inégalité. Le gouvernement a donné une priorité à ces domaines dont j'ai parlé, comme le tourisme, et pas aux besoins de la société. Il faut investir davantage dans les personnes et les communautés les plus vulnérables. Il faut renforcer le respect et la promotion réelle des droits humains à tous les niveaux. Respecter la dignité de la femme ou des femmes, nous pouvons dire que ça, c'est notre manière de voir le rapport. Nous, comme chrétiens, nous développons des actions qui contribuent à la progression du développement durable dans, le dé- dans les zones où nous travaillons au Salvador. Nous développons des magasins communautaires, pas seulement pour bénéficier des enfants, mais aussi les femmes, les grands-mères avec ce plan. Mais la contribution économique, on a créé un fonds pour que ces femmes aient un magasin et qu'elles puissent être le responsable pour avoir une source de revenus. Donc, il y a plusieurs magasins communautaires qui ont été créés. Quelques-unes, c'était pour apprendre beaucoup de choses et pour qu'elles puissent s'en faire responsables. Nous avons développé un travail missionnaire qui permet la formation intégrale des hommes et des femmes dans les perspectives de l'Évangile, spiritualité samaritaine et des béatitudes. Donc, le travail que nous faisons touche la
santé et bien-être, l'éducation, aussi parce que nous avons une école paroissiale où nous offrons des bourses d'études à des enfants qui viennent des communautés exclues et à travers ces bourses, nous les aidons à obtenir un travail décent, surtout les femmes, et pour promouvoir la dignité de la femme et contribuer ainsi à la croissance économique. Et aussi, cela a que voir avec l'objectif 11 qui nous parle de communautés durables, et parce que nous collaborons aussi pour que les communautés puissent porter elles seules leurs projets. Donc, nous voulons éliminer des formes de discrimination, de violence, pratiques néfastes à l'égard des femmes et des filles. Nous voulons reconnaître, valoriser le travail décent accompli par les femmes et les hommes partout dans le monde, encourageant le partage de responsabilités au sein de la famille et des communautés. Nous voulons assurer la participation pleine et effective des femmes aux initiatives visant à les autonomiser. Nous développons aussi de comptes d'épargne pour qu'elles puissent aussi avoir ses revenus et ses épargnes. Donc ça, c'est notre contribution au développement durable et inclusif. Nous voulons mettre l'accent sur l'égalité des genres et ce qui contribue au développement durable, car ne pas tenir compte de cet objectif revient à négliger et à empêcher le progrès vers les autres objectifs. Il faut offrir des opportunités à tous et il faut travailler et renforcer l'objectif 5 pour offrir des initiatives pour promouvoir la santé et le bien-être de tous. On veut développer une formation solide et complète pour offrir une éducation de qualité, développer les qualités de chacun, des initiatives visant à promouvoir les femmes dans l'entrepreneuriat et qu'elles puissent avoir un emploi décent et un revenu régulier. Et tout cela contribuera à renforcer les personnes, les familles, les communautés, les sociétés résilientes dans les personnes, les familles, les communautés, pour contribuer à la société du Salvador. Et nous pouvons dire qu'en général, c'est ce que nous pouvons partager. Il y a aussi les actions qui visent à garantir l'inclusion et ne laisser personne de côté. Et nous cherchons à renforcer la proximité, la confiance, afin que les différents plans pastoraux soient les fruits d'un travail commun. Parce que le gouvernement et les institutions n'offrent pas cela. Et nous voulons aussi qu'ils fassent partie de ces initiatives afin qu'ils soient capables de soutenir la croissance de leur famille et de leurs proches. Et nous voulons aussi mettre en pratique les valeurs humaines et chrétiennes pour créer une église synodale en solidarité, en fraternité, pour créer des environnements sains pour tous. Peut-être les pays ne voient pas les petites actions que nous faisons, mais cela a un impact.
Il y a des réalisations, des défis et des lacunes observées. Il y a des communautés avec un sentiment d'appartenance à une famille. Les personnes et les familles sont plus conscientes que nous devons travailler pour le bien-être de tous sans exclure personne. Bien que l'égalité des genres se renforce, il y a encore des attitudes machistes. Il y a la crainte aussi. Et dans le milieu ecclésiastique aussi, on craint de donner pleinement leur place aux femmes parce alors qu'elles sont celles qui font bouger toutes les choses dans les communautés chrétiennes. Mais nous, comme missionnaires chrétiens, nous voulons offrir la participation à la femme. Il y a des adultes qui ne savent pas ni lire ni écrire, et souvent la mission se réduit à la messe ou à des activités peu sociales. Donc, il y a des défis pour avancer. Donc, même si on a beaucoup de projets et nous travaillons en cela bien avant les objectifs du développement durable, tout cela décrit comment la prise de conscience de ces objectifs a renforcé l'impact et l'alignement de notre travail. Et nous, comme missionnaires chrétiens, et à partir de notre charisme et notre expérience incarnée de l'Évangile et en connaissant la dynamique des 17 objectifs, je suis conscient du fait que nous pouvons contribuer à ce que ces personnes aient une vie pleine, une vision intégrale, où la personne est considérée dans toutes ses dimensions et puisse grandir comme personne. Et toutes nos actions cherchent à contribuer et à réduire les différences et à faire face aux défis pour que personne ne reste en arrière. Voilà. Donc, pour qu'il y ait un développement durable. Voilà, c'est ce que je peux partager pour complémenter la réalité que Norma nous présentait. Il y a des éléments en commun et des éléments où l'on s'est complémenté. Merci, Oscar. Donc, entre ta contribution et celle de Norma, nous avons une bonne vision sur le Salvador. Et je voulais souligner une question que tu nous as posée, la question de la sécurité, et que parfois nos leaders dans le gouvernement nous présentent un choix qui est faux. On met la sécurité et la police qui va nous offrir une sécurité ou bien avoir d'autres bénéfices comme l'éducation, le soin de santé, le, ou d'autres soins à niveau social. Et nous devons dire que ça, c'est un choix qui est faux et qu'il faut une sécurité intégrale où il ne faut pas choisir entre le développement ou l'environnement. Non, il n'y a pas un développement qui ne soit pas au service de l'humanité et de l'environnement. Ou
donc qui soit au service de la vie en plénitude. Nous ne devons pas rester en paix si le gouvernement essaye de nous offrir une sécurité qui ne tient pas compte d'un développement intégral, une sécurité qui implique beaucoup d'autres libertés, la liberté de parler, la liberté de demander nos droits, la liberté de d'avoir le nécessaire d'une manière intégrale et que tout cela ne doit pas être au service de, de tous, de ceux qui ont le pouvoir. Merci beaucoup de nous offrir cette vision qui peut s'appliquer aussi à beaucoup d'autres endroits. Merci. Maintenant, nous avons une autre contribution. On va écouter Nicolas Ilang, un missionnaire claretien en Indonésie. Merci de votre temps. Je voudrais parler de l'objectif 8, travail décent et croissance économique, sur la base du rapport du gouvernement. L'Indonésie est un grand pays et sur la base des données, la quantité des pauvres en Indonésie en 2025, c'était de 23 millions de personnes. Donc, le chômage en 2025 était de 7,28 millions de personnes, ou même 4,76 du total de la force de travail. Donc, nous, cela s'est stabilisé au 5%, hein, mais en 2020, dû à la pandémie, cela s'est empiré. Mes observations personnelles sur les progrès de notre pays, l'examen national volontaire de l'Indonésie se concentre sur l'objectif du développement durable 8, qui vise à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, les pleins emplois productifs et un travail décent pour tous. Les points clés liés à cet objectif dans le rapport de l'Indonésie sont promouvoir le travail décent. L'Indonésie vise à atteindre un emploi plein et productif et un travail décent pour tous, y compris les femmes et les jeunes, en promouvant des politiques qui soutiennent la création d'emplois et l'entrepreneuriat. 2, la croissance économique. Les pays visent une croissance économique soutenue et inclusive en mettant l'accent sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. Les objectifs clés. 1, c'est promouvoir des politiques qui favorisent la création d'emplois, l'entrepreneuriat et un travail décent pour tous. 2, réduire la proportion des jeunes qui ne sont ni employés, ni scolarisés, ni en formation.
3. Éradiquer le travail forcé et la traite des êtres humains. Et 4. Protéger le travail, les droits du travail et promouvoir des environnements de travail sûrs. Ensuite, c'est les défis. L'Indonésie doit relever plusieurs défis pour atteindre l'objectif 8, notamment l'accès limité au financement, l'insuffisance d'infrastructures et l'inadéquation des compétences sur le marché du travail. Il y a d'autres défis. Il y a une croissance économique inégale, une haute informalité dans les travails, l'accès difficile à l'emploi, les disparités des genres dans l'éducation aussi, et la fragilité de certains secteurs du travail et les inégalités. L'étude de- du Parti du travail, la Confédération des travailleurs de l'Indonésie en 2025 voit de nombreux défis en 2025. Le problème réel que nous avons en Indonésie, c'est des personnes qui perdent le travail de manière massive, l'insécurité dans le travail, l'emploi informel, les salaires qui sont très bas et une différence dans les capacités de travail et d'éducation et des défis économiques et disparités dans les régions et la digitalisation. Pour ce qui concerne le progrès, les pays ont réalisé des progrès dans la promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à un développement. Le rapport 2025 souligne l'engagement de l'Indonésie à atteindre l'objectif 8 et ses efforts pour promouvoir le travail décent et la croissance économique. Le rapport souligne également l'importance des partenariats et la collaboration entre les parties prenantes pour atteindre cet objectif. De la critique du rapport de l'examen de notre gouvernement sur l'objectif 8. Tout d'abord, le manque d'accent sur la croissance économique durable. Ensuite, une protection insuffisante des droits des travailleurs et des préoccupations environnementales, l'attention limitée accordée au travail décent, l'attention insuffisante accordée aux inégalités et l'atténuation des changements climatiques. Je voulais expliquer quelques préoccupations spécifiques. Le, le manque d'accent sur la croissance économique, la protection insuffisante des droits des travailleurs,
l'industrie d'extraction qui a un impact sur les communautés, cibler les énergies renouvelables, l'impact environnemental et dans l'ensemble, les critiques estiment que beaucoup de travailleurs en Indonésie n'ont pas d'accès à la sécurité sociale. Il y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas la sécurité sociale. Il y a une grande quantité de travailleurs qui n'ont pas d'accès à la sécurité sociale. Et les travailleurs formels ont l'accès à la sécurité sociale. Il y a 46 millions de travailleurs formels qui ont accès à la sécurité sociale. Le gouvernement de l'Indonésie voudrait protéger les citoyens, mais le problème sont les travailleurs informels, aussi les personnes âgées et les personnes avec des personnes handicapées. Les préoccupations, c'est les industries de l'extraction qui produisent une dégradation et un dommage environnemental. Et il y a peu d'intérêt pour le travail décent ou bien pour les salaires très bas, beaucoup d'heures de travail qui doivent vivre beaucoup de travailleurs en Indonésie. L'inégalité, cet objectif 8 cherche une croissance inclusive, mais le rapport ne nous dit pas, ne parle pas des inégalités de salaire qui est un défi en Indonésie pour ce qui concerne le changement climatique. Le gouvernement, le gouvernement peut être critiqué pour sa politique énergétique qui peut détruire, qui peut avoir une influence notable sur le changement et sur l'environnement et les changements climatiques. Quelques préoccupations que nous voyons, c'est les énergies renouvelables. Il y a une politique qui a été très critiquée sur la transition à les, pour une économie renouvelable. Mais cela a un impact sur l'écosystème d'Indonésie. Ce rapport souligne des progrès, mais ne répond pas aux défis de complexité qu'implique la promotion du développement de travail décent et la croissance économique.
le projet de notre congrégation qui contribue à la réalisation de l'objectif 8. L'Indonésie traverse une période de mutation économique mondiale en mettant l'accent sur une reprise durable, une croissance inclusive, des investissements stratégiques dans l'infrastructure, la transformation numérique et les soutiens aux micro et petites et moyennes entreprises créent de nouvelles opportunités. Afin de répondre aux efforts visant à améliorer la qualité des emplois, à renforcer le système de protection sociale et à soutenir les secteurs émergents alignés sur une économie verte et numérique, la congrégation a mis en place plusieurs programmes destinés aux travailleurs et aux employés. 1. Établir des règlements et des accords de travail pour tous les employés. 2. Renouveler ou actualiser le salaire conformément à la réglementation du gouvernement. 3. Promouvoir, aider à mettre en place une assurance travail pour les travailleurs. 4. Les soutiens aux micro, petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent avoir des opportunités économiques. Si on pouvait conclure, Teresa demande. Dans le domaine de l'éducation, la congrégation travaille avec diligence pour améliorer la qualité de l'enseignement, en particulier la formation professionnelle, afin de préparer des travailleurs et des employés qualifiés. On a quelques programmes dans la paroisse et dans l'école catholique. Et aussi, la congrégation dispose d'une école technique et un centre de formation chrétien pour former des travailleurs professionnels. Et il y a aussi plusieurs projets socio-économiques qui sont en cours pour dans la paroisse afin de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. Par exemple, la coopérative des crédits paroissial que nous allons expliquer un autre jour pour avoir un développement équitable. La mission coopérative, les potentiels qui existent dans la communauté sans distinction éthique de race, de classe, de religion, pour qu'ils puissent tous s'unir et avoir de bonnes intentions pour construire une économie pour les gens en coopération mutuelle sous la forme des coopératives pour assister, pour offrir un support aux entreprises petites et moyennes dans la mobilisation du capital pour pouvoir gérer leur business pour améliorer leur bien-être. L'objectif d'améliorer le bien-être des membres, en particulier de la communauté en général, aussi bien que le bien-être des membres. Suivante. Cette union des crédits vise, euh, voudrait appliquer l'enseignement social de l'Église au niveau paroissial. On est engagé avec des crédits et des épargnes
et le propriétaire du capital aide les pauvres pour un développement économique. L'Union des crédits a un capital de 30 millions. On aide 2500 membres dans l'agriculture et d'autres travaux. Cette union développe des entreprises économiques et aide à l'éducation des pauvres enfants, des personnes âgées et des malades. En plus, on construit un système de gestion coopérative avec un système digital et pour promouvoir l'éducation à l'entrepreneuriat, la formation dans des capacités, la, la formation à la gestion. Merci beaucoup pour de votre écoute sur ce. En Indonésie, en particulier dans la paroisse où nous travaillons. Merci beaucoup. Merci, Nicolas, pour partager cette approche intéressante pour offrir des services financiers d'une manière alternative pour chercher une justice économique à niveau de la communauté. C'est un exemple de comment répondre à niveau systémique. C'est surprenant tous les points dont tu nous as parlé qui étaient, en quelque manière, un écho à d'autres points dont tu nous as parlé aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont partagé une contribution. On espère de vous avoir avec nous demain. On va se réunir à la même heure pour d'autres contributions, un rapport à l'objectif 14 qui est la vie sous-marine et les écosystèmes sous-marins. On attend de vous rencontrer tous demain. Gracias por Thank todas you, esas everyone. aportaciones. Muchas gracias. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Merci un pile. Gracias, Elena y equipo. Gracias a todos. Saludos. Thank you. Thank you very much. Thank you for the insight shared. Thank you. Thank you, Teresa. How are you? Hasta mañana, Teresa. Y hasta mañana. Bye bye. Bye, Sister Queen. Bye bye, sister. Bye-bye.